Nous avons le ministre Guillaume Aoui en ligne avec nous. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, ça va très bien. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Allez-y, voilà. Allez-y, Alphonse, pour la première question. Bonjour Monsieur le ministre. Au sortir de votre évaluation hier, vous annonciez que... Non, bien avant l'évaluation, j'aimerais qu'on revienne d'abord sur les examens. C'est extrêmement Oui, important. en fait, ça concerne les examens. Vous annonciez que votre objectif était 50%. Et on a vu le résultat des examens. D'abord, quel est votre regard sur les résultats obtenus par les 3 examens et par rapport aux objectifs que vous vous êtes assignés? Est-ce que vous êtes satisfait? Bon, écoutez, c'est une satisfaction à double sens. D'un côté, nous sommes satisfaits par ça. Allô? Oui, allez-y, monsieur le ministre. Allez-y, vous êtes à l'antenne. C'est une satisfaction à double sens. Nous sommes satisfaits par rapport aux résultats de l'année dernière, mais non satisfaits par rapport aux objectifs que nous nous sommes assignés. L'objectif, c'est quoi? C'est plus de 50%. C'est ça la moyenne. Hein? Oui, tout à fait. Je sais faire le calcul, je sais que la moyenne, c'est 50 passe à partir de 50%. Donc, le taux d'admission n'a pas atteint ça. Donc, à ce niveau, je ne suis pas satisfait. Mais je suis satisfait par rapport au moins au progrès que nous avons enregistré par rapport aux résultats de l'année dernière. Voilà, donc c'est un peu ça. Monsieur le ministre, quand on sait que de 9%, on se retrouvait à 27%, est-ce que vous ne trouvez pas quand même que c'est plus de 50% quand on prend la réalité du terrain? Bon, j'ai vu des discussions dans ce sens et j'ai compris que les gens ne savent pas c'est quoi la motivation. Les gens ne savent pas c'est quoi se préparer bien avant les examens. Les gens ne savent pas c'est quoi la détermination. Pour avoir été enseignant, pour avoir enseigné durant longtemps, j'ai vu des élèves qui ont eu 6 de moyenne et qui se sont battus pour se retrouver avec 14 ou 16 de moyenne. Je suis enseignant, j'ai vu ces cas. Tout est question de détermination, tout est question de la volonté, tout est question de ce que vous avez fait de l'année pour avoir des résultats. Je vous rappelle que pendant l'année scolaire, nous avons fait beaucoup de choses que je ne peux pas énumérer ici, et les élèves avaient compris qu'il fallait travailler. Vous savez, les élèves guinéens sont intelligents. C'est parce qu'il y avait un laisser-aller. Quand on se livre à la facilité, généralement, on ne fait pas le sérieux. Mais quand on se rend compte, quand un élève se rend compte qu'il ne peut compter que sur ses efforts, croyez-moi qu'il fera l'extraordinaire. C'est ce qui s'est passé. Rien n'est étonnant. Tous ceux qui sont versés dans l'éducation savent que c'est possible. Tous ceux qui sont enseignés savent qu'à des moments donnés, il y a eu des élèves qui ont pris la conscience et qui ont travaillé pour se surpasser. Oui, allez-y, Voilà. allez-y, Katz. Alors, monsieur le ministre, cette prise de conscience telle que vous l'annonciez, même se matérialise par la diminution des cas de fraude, ce qui est une très très bonne chose. Mais ma question, monsieur le ministre, c'est de savoir, au-delà de la prise de conscience, au-delà de cette détermination et cette volonté, donc la motivation telle que vous l'évoquiez ce matin, qu'est-ce qui a pesé dans la balance, qu'est-ce qui a expliqué au baccalauréat qu'on ait 300% de croissance, ce qui étonne quand même plus d'un? Bon, écoutez, la première des choses, c'est que je vais vous rappeler d'abord, hein. Allô? Oui, allô, allez-y, vous êtes à l'antenne. Il est important que vous notez parce qu'il y a certains aspects que vous ne maîtrisez pas. Sachez que nulle part dans les règlements généraux des examens nationaux, il n'est écrit qu'on doit repêcher. Je ne dis pas que le repêchage est interdit, mais nous, dans nos règlements généraux, le repêchage n'existe pas. De deux, ce n'est pas l'humeur des ministres qui compte dans les examens nationaux. Il y a une commission de délibération. Nous travaillons et nous tenons compte des règlements généraux. Donc, nulle part, je veux que vous éloignez de ça. Il n'y a pas eu de repêchage. Les élèves ont travaillé. Nous avons fait pendant l'année scolaire la formation des formateurs et sur toute l'étendue du territoire.
c'est un fait, ça s'est passé, et personne ne dira le contraire. Nous avons formé les inspecteurs disciplinaires sur la docimologie. C'est quoi la docimologie? La docimologie, ce sont les items de formulation des sujets. Comment formuler les sujets? Parce que n'oubliez pas que dans le passé, les élèves sortaient et puis ça criait. Ça ne fait pas partie du programme. Ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas touché ça, il y a ceci, il y a cela, c'est mal formulé, il y a des erreurs. Cette année, nous avons fait cet exercice de formation des inspecteurs disciplinaires en docimologie. Donc, la formulation des sujets, nous leur avons dit ceci. Nous ne sommes pas là pour coller les enfants, c'est pour les évaluer. C'est pour les évaluer, pour savoir ce que l'enfant a compris et comment l'enfant peut réagir par rapport à ce qu'il a appris pendant l'année scolaire. C'est ce que nous avons fait. Les inspecteurs ont travaillé sur les sujets. Et vous avez vu la qualité même des sujets. Tout le monde disait, il y en a qui disaient même que les sujets étaient faciles cette année par rapport à l'année dernière. Ils ont retravaillé sur les sujets. Tu ne feras sortir aucun sujet où tu diras il y avait une erreur comme ça se passait dans le passé. Même l'année dernière, le premier examen que nous avons organisé, il y avait des petites erreurs, il y avait des coquilles. Mais cette année, tout cela a été revu. Les sujets étaient au niveau des élèves. Les enseignants ont été formés. Il y a une prise de conscience collective. Les parents se sont impliqués. Depuis pendant les vacances, les enfants travaillaient. Et je vais vous lancer un défi. Sortez, regardez dans les écoles. Au moment où je vous parle là, toutes les classes sont remplies. Les enfants sont en train de travailler. Nous, de l'éducation, ce qu'on recherchait, c'était ça. Je crois qu'au fur et à mesure, quand nous gardons cette même allure pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, même après nous, croyez-nous que l'éducation guinéenne va changer. D'accord. C'est ce qui a pesé dans la balance et je crois que c'est facile de comprendre ça. C'est ce qui a fait que vous avez vu ce bon. D'accord. Monsieur, voilà, monsieur le formation des formateurs, le cas de la docimologie et surtout cette prise de conscience. Mais à côté, c'est vrai qu'il parlait tout à l'heure de fraude. Dans votre communication, vous disiez nous avons 175 cas d'élimination, dont 91 enseignants. Également sur le cas des téléphones, puisqu'on utilisait WhatsApp et Facebook pour créer des groupes, pour pouvoir communiquer. L'année dernière, c'était autour de 500 téléphones. Cette année, c'est autour d'une centaine. Alors, dites-nous quelle va être la suite pour ces enseignants, puisque vous-même vous dites que c'est malheureux qu'on constate que ce sont les enseignants par rapport aux élèves qui baignent encore dans de telles pratiques. Quel est votre avis sur ça? Bon, ce qu'il faut saluer d'abord, c'est qu'il faut saluer les enseignants d'abord, qui ont compris et qui se sont déployés dans ce sens. Il faut regretter aussi les enseignants qui ont été blessés, dont le sang a coulé, parce qu'ils ont bien fait leur travail. Ce sont des choses qu'il faut vraiment regretter. Il faut aussi condamner, avec la dernière énergie, ces enseignants qui n'ont pas compris, intégrer le sens de mot de fondation, qui n'ont pas compris qu'il faut être dans la vague du moment. Si hier, nous étions tous, beaucoup étaient dans la vague de la corruption, traiter les sujets, faire des substitutions. Aujourd'hui, je peux continuer. Oui, allez-y, vous êtes à l'antenne. Aujourd'hui, l'année d'avant, avant l'année dernière, il y avait plus de 950 téléphones saisis. Les 950 téléphones saisis. Après, nous sommes venus à 500. Vous me permettez? Allez-y, vous êtes à l'antenne. Nous sommes revenus à 550 téléphones saisis. Cette année, on n'a eu qu'une centaine de téléphones saisis, 130 je crois, 130 téléphones saisis. Donc c'est pour une diminution drastique. C'est pour dire que les élèves ont compris, les parents ont compris, certains ont compris. Mais il faut regretter aussi, ces enseignants, tous ceux qui ont été pris en flagrant délit, aujourd'hui ils sont en prison, beaucoup sont en prison. Et c'est pour 6 mois et d'autres pour 1 année. Ça, ce n'est pas à notre niveau, c'est la justice. Nous avons fait ce que nous avons pu faire. Nous les avons mis à la disposition de la justice. La suite de la procédure, moi, je ne vais pas m'interférer dedans. La justice fait son rôle. La justice est en train de jouer son rôle. Et voilà, donc, je crois que c'est ça. D'accord. Allez-y, Aoula. C'est très regrettable quand même de constater qu'il y a eu plus d'enseignants éliminés que d'élèves. C'est une honte. Et moi, je ne comprends pas. Nous qui sommes censés d'encadrer ces élèves, l'enseignement, c'est quand même le moral. L'enseignement, c'est l'éthique. L'enseignement, ce sont les valeurs. Mais si on n'intègre pas ces valeurs, on peut avoir toutes les qualités, mais on ne peut pas être enseignant. Il faut que l'enseignant comprenne
que l'enseignement, ce sont des valeurs. Et ces valeurs éthiques, ces valeurs morales, ces valeurs sociétales, ces valeurs religieuses, il faut les intégrer pour être qualifié de bons enseignants. Voilà. D'accord, allez-y, Aoula Tousso. Monsieur le ministre, moi, ma question, c'est sur les candidats qui échouent au niveau des examens. J'ai vu, par exemple, le cas du monsieur qui a fait le bac 12 fois. Aujourd'hui, je voudrais savoir, les candidats ont la possibilité de faire un examen combien de fois? Bon, écoutez, nous n'avons pas limité. Les règlements généraux sont mieux sur ça. Nous n'avons pas nulle part dans les règlements généraux, il est dit qu'un candidat doit faire 2 ou 3 ou 4 fois. Non, mais ce sont des candidatures, les sessions reprochées ce sont les sessions rapprochées qui sont interdites. C'est-à-dire un candidat qui doit faire la 12e ou la 11e, que ce candidat se retrouve en terminale pour faire, non, c'est ce qui est interdit. Mais un candidat, nous estimons que quand tu as la volonté, parce qu'on n'est jamais vieux pour étudier, hein, et puis à la détermination, quand les gens veulent vraiment avoir ce sésame, quand les gens veulent avoir ce diplôme, ne les empêchez pas, laissez-les aller. Nous estimons que c'est une très bonne chose, c'est un courage, mais de l'autre côté, ce n'est pas... Nous avons des passerelles, il y a l'enseignement technique. Donc nous estimons que ce n'est pas mauvais en soi. Nous n'avons nulle part dans nos règlements généraux, il est dit qu'il faut faire 2 ou 3 ou 4 fois. Sinon, il y a la candidature libre, ça s'appelle la candidature libre. Et là, la candidature libre n'est pas limitée. Ce n'est pas limité. Mais la candidature normale qui est limitée à deux fois. Quand tu as 2 fois de suite, tu ne peux plus être un candidat normal, mais tu peux plutôt être un candidat libre. Tu viens librement faire autant de fois que tu veux. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Oui, allez-y, Babila. Allez-y. Monsieur le ministre, venons-en à présent au budget qui a servi à l'organisation de ces examens. L'année dernière, si mes chiffres sont exacts, ça tournait autour de 45 milliards. Et cette année, vous dites, ou les informations nous font croire que le budget s'est chiffré à hauteur de 55 milliards. Expliquez-nous cet écart. Qu'est-ce qui a valu vraiment cet écart-là, quand on sait, par exemple, par le passé, au temps de feu K.O. Carré, il lui avait été mis à disposition un montant de 60 milliards une fois pour servir à l'organisation des examens. Mais après tout, c'est 30 milliards qui ont été investis et les 30 autres milliards, il a demandé à ce que ce crédit-là soit reversé, n'est-ce pas, sur le budget du département pour être, n'est-ce pas, alloué ou en tout cas orienté vers le budget, vers le volet investissement de son département. Expliquez-nous, comment êtes-vous parvenu à 55 milliards, de 45 à 55 milliards? Merci, c'est une très bonne question. Je vais vous rappeler d'abord quelque chose. Je ne suis pas dans la comparaison et je m'interdis de faire la comparaison. Qu'est-ce que j'appelle comparaison? Vous parlez de 60 milliards, après on s'est retrouvé à 30 milliards. Et vous n'êtes pas sans savoir que dans le temps, il y a eu des 690 milliards, j'allais dire, 100 milliards. Beaucoup d'argent dans le cadre des examens nationaux. La bonne question, c'est quoi? Avec ces argents, les enseignants étaient payés à combien? Les superviseurs étaient payés à combien? Est-ce que les chauffeurs étaient pris en charge? Ça, c'est la très bonne question. Je vais vous dire, avec les 55 milliards que nous avons eus, d'abord, pourquoi 10 milliards de plus? Vous pouvez répondre à ça. Moi-même, tout le monde peut répondre à ça. Vous avez vu le nombre d'échecs, le taux d'échecs l'année dernière. Ça veut dire quoi? Il y a eu plus de candidats cette année que l'année dernière. Une très grande différence. Et dès que ça gonfle, ça explose partout. Ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de surveillants, qu'il faut augmenter le nombre de correcteurs, qu'il faut augmenter le nombre de centres, qu'il faut augmenter le nombre de superviseurs, ainsi de suite. Toute la chaîne bouge. Et nous, avec cet argent, contrairement aux années dont vous faites cas, nous avons augmenté les primes de tous les surveillants. Aucun se demandez, vous pouvez faire, vous connaissez, parce que je sais que vous êtes des journalistes, vous faites vos investigations. Nous avons augmenté de 40% les primes de tous les superviseurs. Nous avons prévu les primes pour tous les chauffeurs, tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation des examens nationaux. Vous comprenez? Et tenez-vous prêts, je vais vous expliquer. Les 80% de ces montants vont en délégation de crédit. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons les IRE, nous avons les DPE. Le CEE, l'assise d'entrée en 7e, est organisée par les DPE et les DCE. Ce n'est pas le niveau central qui organise.
Cet argent, on prend, on envoie au DP, au DCE. Eux, ils gèrent en fonction des directives que nous leur donnons, en fonction de la clé de répartition des dépenses que nous les envoyons. Ils font des justifs, ils nous remontent ça. Les IRE organisent le BEPC. Eux aussi sont ces montants. Vous avez les 8 IRE. Ils organisent en fonction des directives. Et nous attendons quoi? Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que toutes les précisions qui gouvernaient la répartition ou qui gouvernent la répartition de ces montants ont été respectées? Maintenant, c'est le niveau central parce que tous les correcteurs se retrouvent à Conakry, c'est le niveau central qui gère ça. Donc, c'est pour vous dire que ces montants, c'est comme ça. Les 80% sont partis à l'intérieur du pays pour l'organisation en délégation de crédit. Donc, j'entends beaucoup de personnes dire, quand j'écoutais les radios, le budget de cette année, c'est 150 milliards, c'est 110 milliards. Non, le montant, et je l'ai dit la dernière fois, tout le monde était surpris, c'est 55 milliards et nous avons augmenté les prix à tous les niveaux. Donc, c'est pour vous dire combien de fois que quand on veut, on peut. Et c'est une gestion fiable. Les justifs sont là. Les gens remontent des justifs. Ce qu'ils ont fait comme travail, ils remontent des justifs. Et je peux vous dire quelque chose. Quand il y a manquement, nous allons sévir. Ça, vous pouvez être sûr. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que... Pour ceux qui nous connaissent, ils savent que... D'accord, allez-y, Babil. Voilà. Bon, Monsieur le ministre, deux questions en une pour besoin de précision. Par le passé, je ne sais si cette pratique continue, les montants alloués à l'organisation des examens étaient mis à la disposition du service national des examens. Est-ce la même chose, la même pratique aujourd'hui, ou bien c'est le département lui-même qui procède à la répartition de ces montants-là? Première question. Deuxième question, vous disiez tout à l'heure, c'est maintenant qu'on sait le budget, le montant qui a servi à l'organisation, mais à l'avance, personne ne savait s'il y a eu ces spéculations, 100 milliards, 150 milliards, etc., parce que vous n'aviez pas pris le soin, en amont, de communiquer sur ces chiffres-là. On fait du tabou autour, alors que tout est bien planifié, le nombre de surveillants, des correcteurs, etc., tous les acteurs qui interviennent, tout est connu d'avance. Qu'est-ce qui vous empêche de communiquer sur ce montant avant les examens? Mais c'est toujours après les examens et après que les journalistes ou que des spéculations fusent de partout, on vient maintenant pour préciser les choses. Et, très bien. Écoutez, vous savez, à chaque chose son temps. C'est bien. Et aucun journaliste, sauf que vous dites que les journalistes spéculent. Justement, c'est ce qu'il faut éviter. C'est ce qu'il faut éviter. Il y a un département. Vous qui parlez au espace, ou n'importe quelle radio, personne n'est venu pour poser la question. Et nous sommes planifiés. Il y a un temps de communication. Poser la question, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, oui, vous allez continuer, mais nous, on a posé la question par rapport au budget. Votre porte-parole, je lui ai eu au téléphone une fois, j'ai posé la question. Combien ont été décaissés cette année pour l'organisation des examens? On ne m'a pas communiqué le montant, on dit pour l'heure. Là, le débat n'est pas là. On ne m'a donné aucune réponse par rapport à ça. Donc, la question a été bien posée. Justement, la précision était importante. Allez-y, monsieur le ministre. Allez-y. Vous avez posé une question. Et je pense que c'est normal que vous écoutez, que je vous réponde. Allez-y, monsieur le ministre. Alors, vous avez eu la réponse. La réponse... Nous avons eu 55 milliards pour l'organisation des examens nationaux. Et je vous ai dit que les 80% des montants, c'est en délégation de crédit. Et je vous ai dit comment, que à tous les niveaux, il y a eu des primes de plus, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau des surveillants, que ce soit au niveau des correcteurs, que ce soit au niveau des superviseurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce que je vais ajouter à ça? Et je l'ai toujours dit que je préfère un chaos économique à une formation bâclée. Pour moi, la formation n'a pas de prix. C'est le lieu de féliciter et de remercier les enseignants contractuels qui se sont impliqués et qui ont beaucoup travaillé pour la réussite de ces examens nationaux. Vous voyez cette année, à l'intérieur du pays. Oui, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes là avec nous? Oui, je suis là avec vous. Oui, allez-y, continuez. Je disais, voyez cette année, à l'intérieur du pays,
quand vous voyez les résultats, vous êtes content de savoir qu'il y a eu un travail de fond qui s'est passé. Donc, je disais bien qu'il faut remercier et féliciter tous ceux qui, de près ou de loin, se sont impliqués dans l'organisation et pour la réussite de ces examens nationaux. Voilà. D'accord. Allez-y, Babila. Question. Là, ma question n'est pas complètement répondue ou n'est pas... Le ministre... Monsieur le ministre, d'accord. Des informations nous apprennent que malgré que le budget a été revu à la hausse, mais que les lignes attribuées aux écoles choisies comme centre, encore les lignes accordées aux superviseurs préfectoraux et régionaux n'ont jamais été exécutées, que les délégués nationaux ont bénéficié de 2 millions, alors que les délégués régionaux ont la même prime que les surveillants du BEPC. Que répondez-vous à ces éléments d'information? Écoutez, ce sont les contre-vérités. Est-ce que je peux vous rassurer? La première question, vous m'avez demandé, est-ce que c'est le service examen qui exécute le budget? Je réponds oui. Tout le budget est mis à la disposition, parce que vous disiez tout de suite que ma question n'est pas répondue. Tout le budget a été mis à la disposition du service examen. Et je veux que vous sachiez quelque chose. Il y a les niveaux de responsabilité. Quand on dit niveau de responsabilité, c'est quoi? C'est que les gens ne peuvent pas avoir les mêmes prix. Il faut que cela se sache. Il y a les niveaux de responsabilité. Et quand un délégué national dit qu'il est payé au même prix qu'un surveillant simple, moi, je veux bien savoir qui vous a dit ça. De toute façon, nous ne sommes pas sur ce terrain. C'est pas ça, pour moi, c'est pas ça l'important. D'accord. L'important, c'est quoi? L'important, c'est quoi? Est-ce que il y a une amélioration dans le cadre de la répartition des primes? Oui. Est-ce que ce que les gens avaient l'habitude de gagner, c'est la même chose qu'ils ont gagné? Non. Maintenant, quitte à là de dire maintenant, tel a eu plus que tel a eu plus que tel, c'est l'autre normal des choses. Précision, monsieur le ministre, est-ce que les lignes budgétaires allouées, n'est-ce pas, aux écoles qui ont été choisies comme centre ont été exécutées? Toutes les lignes ont été respectées. Je n'ai eu aucune personne qui m'a fait une remontée, un écrit pour dire que j'ai été blâmé, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. C'est de votre bouche, je le tiens. Nous sommes une administration, nous sommes un département. Quand il y a des problèmes, les gens écrivent, les gens nous remontent. Mais si c'est de votre bouche, je le tiens. Je n'ai aucun écrit, je n'ai aucune plainte. Personne n'est revenu me dire il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il y a eu un cas par exemple à Gaouane. Quand je l'ai su, j'ai sévi ce qui s'est passé à Gaouane. Quand j'ai su qu'il y a certains enseignants qui n'ont pas été primés, qui n'ont pas reçu leur prime, informez-vous. Aussitôt, on m'avait caché l'information. Aussitôt, j'ai su, aussitôt, nous avons tout de suite réagi. Et le même jour, le problème a été résolu. D'accord. Donc, quand c'est dans votre bouche, de votre bouche, j'apprends qu'il y a ça, il y a ça. Aucun, personne ne m'a remonté. Je ne suis pas le diable pour être partout, pour savoir ce qui se passe au même moment. Donc, c'est de votre bouche, je l'apprends. Et je le laisse à ce niveau parce que pour moi, je ne suis pas saisi. Je suis le ministre de ce département. Je n'ai eu aucun écrit qui m'a saisi dans ce sens. Alors, je ne peux pas me prononcer dessus. D'accord. D'accord. Justement, alors on va avancer. Allez-y, Caps, la question pour le garder. On revient. Allez-y rapidement. Alors, monsieur le ministre, question importante pour éclairer la lanterne de nos auditeurs et téléspectateurs. Que répondez-vous à ce que disent certains observateurs qui disent que les résultats, notamment quand on prend l'exemple sur le baccalauréat qui nous fait passer de 9 à 27%, s'expliquent quelque part par le fait qu'il ne faudrait pas cette année avoir beaucoup d'échecs, c'est qu'il y aura des répercussions sur le budget et donc pour des questions de budget, finalement il fallait revoir non seulement les sujets qui étaient donnés aux enfants lors de l'évaluation, d'où le principe que vous avez vous-même évoqué tout à l'heure et tant d'autres éléments, donc tous ces différents éléments contribueraient aux résultats que nous avions pu obtenir. Et moi, vous savez, c'est pourquoi souvent quand je parle, je me dis que dans ce pays, tout le monde se fait passer pour des spécialistes sur les questions de l'éducation. D'accord. Monsieur le ministre, si vous avez posé une question, je peux parler? Oui, vous allez la répondre. Vous allez la répondre, c'est juste la publicité. On va marquer juste une courte pause, si vous permettez, s'il vous plaît. On va aller juste avec la publicité pour 10 minutes.
On revient et on va parler de tout ça avec vous, mais également votre contrat de performance. Hier, on vous a suivi avec ce chiffre que beaucoup d'observateurs saluent d'ailleurs. On revient dans un court instant et on vous reprend, s'il vous plaît. Allez-y, Caps. D'accord, allez-y, Caps, avec la question. Voilà, alors monsieur le ministre, je reviens sur la question juste avant d'aller en pause. Je disais que ce que vous répondiez de ces observateurs qui pensent que les résultats de cette fois-ci, là, notamment les résultats du baccalauréat, sont fonction du budget. Parce que si on recale beaucoup au niveau des examens cette année, ça va se répercuter également sur le budget. Donc tout cela a justifié le choix des sujets et un certain nombre de choses qui expliquent ces résultats-là. Que répondez-vous à ces observateurs pour éclairer la lanterne, bien entendu, des auditeurs et téléspectateurs? Bon, écoutez, moi je dis ici tout de suite que tout le monde a son enfant à l'école. Ça, c'est une certitude mathématique. Mais tout le monde n'est pas spécialiste des questions de l'éducation. Et c'est bien dommage que tout le monde parle de l'éducation. Les gens ont besoin dans ce pays de prendre leur bic et leurs feuilles et noter les choses autour de l'éducation. Parce que si tout le monde se fait passer comme spécialiste des questions de l'éducation, c'est très grave. Et moi, je dis ceci, et je reprends, j'ai déjà répondu à cette question. Nous avons fait un travail de fond. Et nous avons allez-y. Nous avons donné les choses comme on doit les donner. Nous n'avons rien programmé, rien n'est planifié. Nous sommes des enseignants, nous avons une conscience professionnelle. Pour ceux qui m'ont pratiqué, pour ceux qui ont travaillé très longtemps avec moi, savent qui je suis sur les questions de l'éducation. Je ne négocie pas ça. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que je préfère un chaos économique à une formation bâclée. Le chaos économique, il se rectifie dans le temps, mais la formation bâclée, elle demeure pour toujours. Pour moi, le métier de l'enseignant, il doit avoir, au même titre que le serment d'Hippocrate, nous, les enseignants, on doit prêter un serment pour exercer ce métier. Parce que c'est un métier noble. Hier, autrefois, on nous appelait des cadres d'honneur. Donc, tout ce que les gens pensent là, c'est leur façon de penser. Moi, je vous dis que nous sommes en train de rectifier le tir. Nous sommes en train de donner les vrais résultats. Nous sommes en train de changer le système éducatif guinéen. Ça n'a aucun lien avec ces analyses que vous êtes en train de faire. Nous sommes avec les spécialistes, nous sommes un cabinet, nous sommes réfléchis et nous n'allons en aucun cas monnayer ça contre quoi que ce soit. Donc, notez ça et c'est comme ça ça fonctionne. D'accord. Voilà. Allez-y, Caps. Voilà, alors monsieur le ministre, deux questions en une. La première, c'est est-ce que vous pouvez nous expliquer ce matin, c'est quoi le partenariat qui lie la société MTN et le MEPIA? La seconde question, monsieur le ministre, c'est par rapport aux classes intermédiaires. Vous savez, finalement, si on avait des difficultés, ou on avait ces pléthores au niveau des examens, et notamment avec des élèves qui n'avaient pas forcément le niveau, qu'est-ce que le département fait aujourd'hui pour apporter une certaine rigueur quant aux classes intermédiaires? Est-ce qu'il y a un mécanisme de numéro d'identification unique qui permet par exemple de surveiller les élèves depuis l'école primaire jusqu'au baccalauréat pour avoir une certaine clairvoyance sur leurs fichiers entre autres? Je n'ai pas compris la question. Vous m'avez posé une question, je n'ai pas terminé après une autre question chirurgie. Vous pouvez me permettre de finir avec la première question. Allez-y, finissez, allez-y. Alors, cette méthode nous permet très certainement aux parents d'accéder aux résultats de leur enfant le plus tôt que possible. Imaginez ce monsieur, vous savez, ce sont des milliers de personnes qui ont la puce téléphone, le téléphone. Quelle que soit ta position, tu peux accéder aux résultats de ton enfant. Mais si tu dois te déplacer, imaginez les gens qui sont en vacances, qui sont dans les villages campagnes et qui veulent avoir leurs résultats. Voulez-vous qu'ils viennent jusqu'à Conakry, se rendent dans leur école pour avoir leurs résultats? Et s'ils n'ont pas de connexion, d'accès à la connexion, nous mettons le résultat sur notre site. Nous mettons même les notes détaillées. Nous mettons même les notes détaillées sur notre site. Mais cet autre qui a son téléphone et qui veut accéder à son résultat, voulez-vous qu'on le prive de ça? Et voilà, donc moi je crois que ces choses-là sont simples. Le monde est devenu un village sanitaire. Il faut faciliter les choses aux gens. Monsieur le ministre,
d'accéder le plus facilement que possible à leurs résultats. Exactement. L'autre question que vous avez posée, oui. Exactement, monsieur le ministre. Sur la même question d'ailleurs, le but de ma question, c'est de comprendre le partenariat. Par exemple, est-ce que le MEPUA a quelque chose à gagner dans ce partenariat-là? Combien de pourcents, pour être clair, revient au département par rapport à ce partenariat avec MTN? Bon, écoutez, vous savez, vous posez trop de questions, mais je suis sans tabou. Quand j'ai accepté de vous prendre, de discuter avec vous, c'est que je suis sans tabou. Le réseau MTN fait payer 30 000, 500 francs aux parents. Le MEPIA a sa part dans la clé de répartition, c'est une évidence. Mais la bonne question, c'est quoi? Qu'est-ce que le MEPI a fait de cet argent? Nous avons des écoles hangars. Nous avons beaucoup de choses que nous devons faire. Beaucoup de choses que nous devons faire. Le service examen, toutes les innovations, le service examen n'a aucune subvention. Aucune subvention, je dis bien aucune subvention. Toutes les innovations que vous voyez dans ce service, le service examen se sert de cet argent pour faire ces différentes innovations. Les 300 francs qu'ils gagnent sur les 500 francs. Le service examen utilise cet argent pour ces petits trucs. La rénovation de leur, allez-y dans leur cours là-bas. Vous verrez tous les travaux qui ont été faits. Donc c'est pour vous dire, encore une fois, ce n'est même pas seulement le côté de l'argent, c'est le rendement, la facilité avec laquelle les parents ont accès à leurs résultats. Donc, grosso modo, voilà pourquoi nous avons maintenu, et nous avons dit, en maintenant le contact, ce rapport entre le réseau Ariba et nous, ça permet aux parents d'accéder facilement à leurs résultats et nous nous sommes dit que c'est une très bonne chose. D'accord, monsieur le ministre. Allez-y, Aoula Tousso. Alors, monsieur le ministre, récemment, vous avez organisé une conférence pour faire un peu le point sur l'organisation des examens nationaux et tout. Et vous avez fait mention de votre volonté que chaque élève puisse avoir une identité, c'est-à-dire les élèves qui redoublent dans une école A, qui veulent quitter pour partir dans une école B et passer en classe supérieure. Où en sommes-nous avec le projet? Est-ce que le projet va rentrer en vigueur dès cette rentrée-là? Et l'autre question, à partir des examens prochains, il n'y aura plus les sciences sociales, sciences expérimentales et sciences mathématiques, il y aura les séries littéraires et scientifiques, si je ne me trompe, alors qu'il y a beaucoup qui prônent aujourd'hui qu'il y ait beaucoup plus d'options au niveau du lycée. Qu'en est-il de ce côté? Alors écoutez, ça c'est une très bonne question. Il y a l'INE, l'identifiant national des élèves. On veut avoir des identifications, des identifiants uniques, c'est-à-dire un élève, un identifiant. C'est bien possible. Nous avons l'expertise des autres pays. Le projet est en cours, le projet est en marche. Je n'annonce rien quand les dispositions ne sont pas prises. Quand j'ai annoncé, c'est que les dispositions sont déjà prises et nous y sommes. Ce que je peux vous rassurer, ça ne sera plus comme les années passées. Vous savez, je l'ai dit en conférence de presse, que le problème de l'école guinéenne, c'est toute la chaîne. Ce n'est pas seulement les classes intermédiaires. C'est toute la chaîne. Quand je dis toute la chaîne, de la première année en terminale, il faut travailler sur tous les niveaux. Donc, non seulement sur les INE, les identifiants uniques, et moi je rajoute encore sur les programmes. Je viens à peine de me séparer avec le directeur de l'INRAP. Nous sommes en train de travailler sur les programmes, et c'est aussi. Nous travaillons avec le BIE, nous sommes en partenariat avec le bureau le BIE, le Bureau international de l'éducation. Et le travail a déjà poussé et nous sommes en train d'adapter le programme guinéen à la réalité au monde d'aujourd'hui. Nous sommes en train de voir comment nous pouvons adapter ce programme aux réalités sociétales de notre pays. Donc, le projet est en marche. Je reviens à votre question. Le projet est en marche. Et Inch'Allah, l'année prochaine, vous verrez que les choses qui se passaient dans les classes intermédiaires, nous n'allons plus répéter ces mêmes choses l'année prochaine. Bon, allez-y. Il y a une seconde question qui n'est pas répondue, c'est sur... Mais il va finir, à vous la tour. J'ai une précision à faire. Ce que nous avons fait pour les classes d'examen, nous allons faire dans les classes intermédiaires.
Désormais, aucun élève, je dis bien aucun élève, ne pourra désormais se permettre de quitter d'une école A pour une école B si ça ne passe pas par le service central. Si on ne sait pas parce que c'est un identifiant unique. Ce n'est pas que tu dois te déplacer pour venir voir le ministre. Non. Tout sera en ligne. Tout sera connu. Tu ne peux plus quitter d'une école A pour une école B parce que tu as échoué ici. Tu veux te faire inscrire de l'autre côté. Non. Toutes les mesures draconiennes sont prises pour freiner cette hémorragie qui a généré l'école guinéenne. Voilà. D'accord, allez-y, Yaoula Toussou. Il y a la deuxième question sur les séries littéraires et les séries scientifiques, si je ne me trompe. À partir de l'année prochaine, je disais que le bac sera organisé sur cette base. Nous sommes en train d'approfondir certains dossiers dont nous avons hérité. C'est un très bon dossier. Ce monde, la Guinée est l'un des rares pays où nous n'avons pas plusieurs séries. Donc nous sommes en train d'approfondir, mais il y a des travaux à faire, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des formations à faire. Quand vous devez réduire certaines choses, il y a des travaux techniques à faire. Nos techniciens sont en train de travailler et du coup, sur place, je ne peux pas vous dire avec une certitude que l'année prochaine, on va commencer à appliquer ça. Ce que je peux vous dire, c'est que les travaux sont approfondis. Nous sommes en train de réfléchir là-dessus parce qu'il faut former les formateurs dans ce sens. Il faut revoir les programmes. Nous sommes sur les programmes ici aussi. Il faut introduire ça d'abord dans le programme avant que ça ne soit appliqué. Il faut former les enseignants à cet effet. Si tous ces travaux ne sont pas faits, moi je pense qu'il sera imprudent de se prononcer sur ça et de dire à tout le monde que l'année prochaine nous allons commencer ça. Voilà pourquoi cela n'avait pas prospéré. Moi je pense qu'il y avait un travail à faire. Ce travail n'a pas été fait. Et moi, je leur ai dit, j'ai dit en conseil, les techniciens, nous nous sommes retrouvés, nous avons impliqué tout le monde, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique, les personnes ressources, même les étrangers. Nous sommes en train de travailler dessus. Ce n'est pas une chose facile. C'est une réforme structurelle. Ce n'est pas comme un claquement de doigts. Donc, nous estimons qu'il faut faire un travail de fond. Il ne faut pas faire des annonces fantaisies. Après, demain, les gens vont vous poser la question. Pourtant, vous avez dit ça, mais vous n'avez pas fait. Donc, nous avons un travail de fond à faire avant de voir cette chose réalisée. D'accord. Allez-y, Alphonse. Monsieur le ministre, l'autre facteur limitant de vos grosses ambitions, ce sont les infrastructures. On a des écoles hangars, on a des écoles délabrées, on a les écoles les plus réputées de ce pays-là, qui ont connu, qui ont formé plusieurs cadres, qui se retrouvent aujourd'hui en lambeaux. Qu'est-ce qui va être fait au plus urgent pour permettre à la rentrée prochaine d'éviter d'avoir des écoles qui s'écroulent sous les pieds de nos élèves? Encore une fois, c'est une très bonne question, mais je vois que c'est une question qui est posée par un journaliste. Vous rencontrez un spécialiste de l'éducation, il ne posera jamais une telle question. Vous savez, le problème avec nous, c'est quoi? C'est que nous aimons plutôt investir dans le béton que sur la personne. Et c'est aujourd'hui une question qui est au centre des débats, et dans tous les pays. Croyez-moi que moi qui vous parle, je n'ai jamais fait une école privée. Et il m'est même arrivé de suivre les cours d'un baobab. Il faut investir aussi sur la personne. Nous avons passé tout notre temps, je dis bien tout notre temps à négliger la ressource humaine, à mettre tout dans le béton. Je suis convaincu, je suis d'accord avec vous qu'il faut faire les infrastructures. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de la formation des formateurs? Qu'est-ce qu'on fait de la ressource humaine? Et je vais vous dire, encore, je vais ajouter quelque chose, c'est très important qu'on le sache. L'école guinéenne ne date pas de 2023. La première loi d'orientation de l'école guinéenne, c'était en 1959. Et depuis ce jour, jusque quand je suis venu, le président de la transition, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, m'a dit ceci, Guillaume, prends ton but et ta feuille. Note. J'ai noté, il m'a dit, l'école guinéenne, c'est 4 roues. La première roue, c'est nous, l'État. La deuxième roue, ce sont les parents. La troisième roue, ce sont les élèves. La quatrième roue, ce sont les enseignants. Va à l'intérieur du pays, cherche à savoir comment se porte l'école guinéenne. C'est ce que nous avons fait. Et nous avons vu qu'il y a des écoles hangars, 1080 écoles précises, avec une précision. Et ces statistiques avaient été établies depuis. Mais quelle solution avait été prise avant qu'on ne vienne? Aucune. Ces statistiques existaient. Quand nous sommes venus, nous avons vu. Nous sommes revenus. J'aimerais bien qu'on parle aussi de ce qui est fait. C'est très important. Vous savez, les journalistes parlent, c'est bon de critiquer, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais sauf que les gens se fient toujours aux statistiques
que nous avons rectifié. Tu ne verras personne qui te dira, et les 580 écoles que vous avez commencé à rénover. Pourtant, c'est un projet qui est là, qui se passe et dont l'exécution est à plus de 80%. Mais personne ne pose cette question. C'est bien dommage. C'est pourquoi de voir, moi je me dis que... Oui, justement, monsieur le ministre, c'est pourquoi on vous donne la parole. C'est pourquoi on vous donne la parole. C'est justement pour mettre tout cela à la portée du public, puisque c'est une communication descendante. C'est l'occasion pour vous de nous dire qu'est-ce qui est en train d'être fait et qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de la rénovation et pourquoi pas de la construction. C'est l'occasion qu'on vous donne ce matin. Laissez-moi continuer. Donc, nous avons engagé une campagne de rénovation de 546 salles de classe sur toute l'étendue du territoire. Il y avait plus de 1080 écoles standards. Donc, aujourd'hui, ces travaux sont exécutés à plus de 80%. De l'autre côté, nous avons fait la pose de la première pierre de 1000 salles de classe pré-primaire sur toute l'étendue du territoire. Et à l'ouverture, ces choses-là seront opérationnelles. Il faut recruter les enseignants qui enseignent les classes pré-primaires. Parce que n'oubliez pas, je vais vous dire quelque chose. Celui qui vous parle, il a passé toute sa vie dans ça là. L'école, c'est quoi? C'est un centre d'instruction et d'éducation. Il y a un enfant qui part tôt à l'école a une capacité cognitive plus élevée que celui qui part tard à l'école. Donc, nous nous sommes dit qu'il faut s'intéresser aux petites classes, aux moyennes classes. Donc, nous sommes en train de construire 1000 classes pré-primaires. Ce sont des projets qui existent. C'est normal, bon Dieu du sang, que les gens sachent et qu'ils en parlent aussi. Mais très malheureusement, c'est compliqué pour les gens de dire, de reconnaître ou de parler des œuvres des autres. Tout ce qui les intéresse, c'est un ministère des examens. Mais voilà. Les réalités sont là, mais ils en parlent difficilement. On a l'impression qu'il n'y a pas d'objectivité. Donc, je ne dis pas forcément vous, mais c'est le cas général que j'ai remarqué. Donc, encore une fois, nous sommes revenus les 1080 écoles dont vous faites cas, ce n'est plus les vraies statistiques. Nous sommes en train de travailler et prochains jours, nous allons sortir pour la récupération. Nous avons déjà fait, la récupération de plusieurs. Nous allons encore continuer, sortir pour prouver, oui, voilà, des écoles que nous avons fait. Nos équipes sont sur le terrain. On nous remonte le taux d'exécution physique de ces travaux, tous les niveaux, c'est plus de 80%. Donc, en réalité, voilà, c'est ce qu'on appelle la réalité. D'accord. Allez-y, Alphonse. Monsieur le ministre, déjà, félicitations pour les travaux qui sont entamés. Mais de l'autre côté, là où j'ai envie de vous interpeller, c'est la construction des écoles-prisons. Quand vous circulez dans le pays, nos écoles sont construites comme des prisons pour les élèves. Aucun espace d'épanouissement, c'est à peine si c'est bien aéré. Est-ce que le département va se rapprocher de l'École nationale d'architecture pour que nos écoles ressemblent à plus des centres d'éducation qu'à des petites prisons? Non, je suis d'accord. Ça, c'est une très bonne question et c'est une très bonne remarque. Les nouvelles constructions que nous sommes en train de faire, peut-être que vous n'avez pas, si vous avez vu sur ma page, mon chargé de communication a déjà partagé, le département aussi a partagé sur la page officielle du département. Nous sommes en train de construire des écoles modernes, des écoles type Baritawadou, qui sont des choses dont il faut en parler aussi. Type Baritawadou, que nous avons construit en 5 mois. Le samedi prochain, nous allons faire la pose de la première pierre et la construction des écoles, et n'est pas d'une école, des écoles type Baritawadou. Sur toute l'étendue du territoire. Ce projet, il est déjà bouclé. C'est un projet mûr. Et le samedi, nous allons faire la pose de la première pierre. Et le délai d'exécution, c'est 7 mois. Donc, c'est vrai, nous avons évité de cette situation. Certaines écoles, c'est comme des prisons. Mais je crois que ces nouvelles écoles que nous sommes en train de construire, ce sont des écoles modernes, ce sont des écoles qui sont adaptées aux standards internationaux. Voilà. Ok, allez-y, Babila, rapidement, avant d'avancer. Monsieur le ministre, toujours sur les infrastructures. En début d'année, il y a des écoles en Zérékoré et à Lola qui ont été décoiffées. Jusqu'ici, qui n'ont pas, pour des besoins de rénovation, mais jusqu'ici, ces travaux de rénovation n'ont pas été faits. Les toitures sont parties et ces écoles sont abandonnées à elles-mêmes jusqu'à date. Qu'est-ce qui sera fait pour ces écoles, en Zérékoré et à Lola notamment? Je reconnais qu'il y a, c'est pas les seules écoles, même à Mali par exemple, j'étais ce matin quand vous m'appeliez, le DPE de Mali était en face de moi, il était là à Conakry dans le même cadre. Nous en sommes conscients, nous avons que beaucoup d'écoles ont été touchées par où c'est le feu, où c'est le vent, les calamités, bon, c'est des choses qui arrivent, donc nous sommes en train de prendre les dispositions. Mais ce que je vais vous dire,
l'administration... Non, pour ce cas-ci, monsieur le ministre, je parle de rénovation. Les écoles ont été décoiffées pour des raisons de rénovation, mais les travaux n'ont pas été faits. C'est ce que je suis en train de te dire. Il faut comprendre le mécanisme de l'administration. Le mécanisme de l'administration, qu'est-ce que je veux dire? Vous savez, quand on n'est pas dans la boîte, il est difficile de comprendre certaines choses. Certains facteurs peuvent être liés au paiement, au décaissement, au retard de paiement, au retard de décaissement. Il y a plusieurs aspects qui rentrent en ligne de compte. Certains facteurs peuvent être liés à ça. Donc, à cela ne tient, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes en train de nous battre pour ces écoles qui n'ont pas encore achevé. Nous sommes en train de nous battre pour rectifier ce tir. Je peux parler, par exemple, aussi du cas du Mali. C'est la même chose. Il est venu pour dire qu'il y a une école qui est en rénovation, mais c'est pas ceinturé, c'est-à-dire la clôture n'est pas là, quoi. Donc, il faut, je vous dis grosso modo, retenir que l'école guinéenne, nous avons plusieurs problèmes du côté du béton, c'est-à-dire des infrastructures. Mais le tout ne peut pas être fait au même moment. D'accord. Il faut vous dire qu'on peut faire le tout au même moment, il a menti. Mais c'est avec un processus continu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, voilà. Alors, on va avancer. Allez-y, Capsa, pour l'autre question. Alors, monsieur le ministre, franchement, félicitations à vous. Vous semblez maîtriser parfaitement votre département et toutes les différentes actions que vous nous apprenez ce matin, qui sont en perspective. Bravo pour ça. Cependant, je veux bien vous entendre sur les enseignants contractuels. Dans la mesure où vous disiez qu'il faut certes les reconduire, les recruter, mais il faut procéder à un tri. Finalement, est-ce que ça ne prend pas assez de temps et qu'est-ce qui est en train d'être fait véritablement aujourd'hui pour rapidement les rétablir en fonction? Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire une gestion catastrophique autour du cas des contractuels? Bon, écoutez, à chaque fois je dois parler des contractuels, je dois d'abord remercier le président de la transition, l'effort du gouvernement et mon homologue, le ministre de l'administration du territoire. Je dirais que c'est une première fois dans l'histoire de la Guinée de recruter au même moment plus de 15 000 enseignants contractuels. Les archives en font foi, vous pouvez voir. C'est parce que le gouvernement est soucieux du ministre de l'Éducation guinéenne, bien que tout n'a pas été rose, nous ne sommes pas dans ce débat. Mais je vais vous dire, à l'instant où je vous parle, je suis au bureau, à l'instant où je vous parle, nos techniciens, les techniciens du ministère de l'Enseignement préuniversitaire, les techniciens du ministère de la Fonction publique, les techniciens du budget et ceux du ministère de l'administration du territoire sont en train de travailler pour voir les mesures, je l'ai dit la dernière fois en conférence de presse, pour établir une feuille de route pour la situation de ces contractuels. Mais je vais vous dire quelque chose, il est très important d'en parler, puisqu'il faut se dire la vérité. Vous qui me parlez, savez que vous ne souhaiterez pas que un élève qui n'a pas, qu'un professeur, un enseignant qui n'a pas de niveau enseigne votre enfant. Vous n'allez jamais l'accepter et vous n'allez jamais l'admettre. C'est la même situation. Si certains ont la chance d'envoyer leur enfant dans une bonne école, il faut autant que faire se battre pour que ceux qui enseigneront aussi les autres enfants aient au moins le niveau, qu'ils aient le diplôme requis, qu'ils aient une certaine compétence. Mais si, parce que vous avez besoin des enseignants, ils vont recruter n'importe quel enseignant, je crois que ce n'est pas bon. Vous-même, vous n'allez pas admettre ça. Parce qu'après, ça va biaiser, ça va enterrer le système éducatif guinéen. Alors, il faut définir les critères. Quand même, tout le monde est consentant sur ça, que l'éducation, c'est le secteur qu'il ne faut pas bâcler. En tout cas, l'avenir d'un pays repose sur l'épaule des enseignants. Quand on veut construire la Guinée de demain, il faut vraiment soigner le système éducatif. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est ce travail que nous sommes en train de faire pour que les enseignants contractuels que nous allons recruter, il ne faut pas que ce soit ceux qui vont sacrifier, si vous voulez, l'avenir des enfants. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce travail est en train d'être fait. Et Inch'Allah, et très prochainement, vous aurez les conclusions de ces travaux. Mais pour le moment, je m'interdis de m'avancer sur quoi que ce soit. D'accord. Monsieur le ministre, avant de vous donner la parole, on sait qu'il y a eu un synergie avec le MATD, il y a eu des recrutements, sauf qu'à ce niveau, il y a assez de problèmes. Les informations qu'on nous remonte, c'est que des préfets ou des maires auraient recruté soit leur fils,
leurs femmes. Est-ce que vous avez eu vent de telles informations? Est-ce que c'est tout cela aujourd'hui qui expliquerait un peu ce retard souvent dans le paiement des primes, des salaires de ces contractuels? Parce que la condition aujourd'hui, c'est d'identifier les diplômes pour voir qui a fait l'éducation, qui a les compétences et qui devrait quitter. Est-ce que tout cela aujourd'hui est en train de justifier ce scénario dans lequel on se retrouve? Écoutez, vous n'avez pas tort sur toute la ligne. Vous n'avez vraiment pas tort sur toute la ligne. Nous avons eu des hommes sur le terrain pour vérifier au cours du paiement. Mais ils sont partis avec des outils de travail. Et voilà, ils ont tenu compte de certains outils avant de payer les gens. Nous avons lu le rapport. J'avoue très honnêtement que c'est catastrophique. Quand on vous parle du niveau de certains enseignants, quand on vous parle de certaines choses, il ne faut pas se voiler la face, ce n'est pas beau, ce n'est pas une bonne image pour le système éducatif guinéen. Voilà, vous me donnez raison. Voilà pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut refuser qu'il en soit ainsi. Vous dites que certains, je marche sur ce mot, que certains ont récupéré leurs cousins, leurs frères, ainsi de suite, même s'ils ne sont pas enseignants, parce qu'ils veulent seulement l'argent. Ils ne tiennent pas compte de la qualification, de la formation des élèves. Donc voilà pourquoi, vous me rejoignez, il faut vraiment filtrer. Même eux, les enseignants contractuels, qui sont les vrais enseignants, qui sont meilleurs parmi eux, ils ne seront pas d'accord avec ça. Ils vous diront non, nous ne sommes pas d'accord, c'est pas ceux-là qui doivent enseigner, voici les vrais enseignants. Et pour trouver ces vrais enseignants, il faut définir les critères. Il faut mettre en place un outil de travail. Cet outil qui va nous permettre, bien sûr, d'extraire le bon du mal. Est-ce que vous avez vu? Donc, je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire et croyez-nous que très, très scientifiquement et très, très bien élaboré, nous allons réussir à faire cela pour le bonheur du système éducatif. D'accord. Caps. Voilà, très bien, monsieur le ministre. Finalement, il y a certains enseignants ou certains DPE qui ont du mal, encore une fois, à adhérer à votre vision que vous défendez, à le fait d'assainir complètement le système et le système éducatif et de le qualifier. Récemment, du côté de Forécaria, ce qui a même valu, je pense, la place à l'ancien DPE, nous avons vu la sortie du SLEG et du SNE par rapport à ces sujets, ces enseignants contractuels qui se sont vus faire des arrangements en libérant une partie de leurs primes qu'ils devaient recevoir, notamment, bien entendu, à l'endroit de l'ancien DPE de Forécaria. Alors, est-ce que le département a été saisi de cette question-là? Qu'est-ce qui a été fait pour régler cette situation, monsieur le ministre? Mais nous avons fait un travail administratif. Vous savez, quand les problèmes sont posés, il y a un conseil de discipline. Et tous les départements ont des conseils de discipline. Nous avons un conseil de discipline qui traite ces questions. Donc, vous avez vu, nous avons fait la sanction quand les choses ont été établies. Et aujourd'hui, le conseil de discipline est en train de travailler avec toutes les parties. Et très prochainement, vous aurez la suite des choses. Mais ce que je peux vous dire, je crois que ce n'est pas bien. Il faut adhérer la chose. Quand on parle de la rectification institutionnelle, quand on parle de la refondation, ça doit d'abord toucher le système éducatif. Nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas une méchanceté, ce n'est pas dire qu'on est contre Paul ou Pierre ou qu'on veut faire du mal à qui que ce soit, non. Mais quand les gens faillissent, il faut rectifier ce tir pour empêcher d'autres aussi à embrasser la même chose. Parce que quand il y a les fautes et que cela est avéré, vous ne prenez aucune disposition. Vous poussez les autres aussi à en faire autant. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas le seul cas. De l'autre côté aussi, à Gawar, il y a eu une malversation là-bas. Les gens m'ont caché l'information. Et c'est à la dernière minute que j'ai su que vraiment il y a eu une malversation là-bas financière. Les enseignants ont travaillé. Ils n'ont pas été payés pendant les examens nationaux. C'est tardivement. Tout le monde m'a caché. Et j'étais colère de rouge. J'étais vraiment fâché quand j'ai appris. Parce qu'on ne pouvait pas me cacher une information comme ça. Et puis des enseignants qui travaillent dur, qui doivent mériter leur prime et qui n'ont pas leur prime et qu'ils passent près de 2 semaines. Tant que moi, chef du département, je n'ai pas su, j'étais très, très fâché. D'accord. Et finalement, j'ai compris que tous mes proches aussi, le cabinet n'était pas au courant. Mais aussitôt, on a su, aussitôt, on a rectifié le tir et nous avons condamné celui qu'on doit condamner. Moi, je crois que ces choses-là, il faut les admettre, il faut les accepter. Quand
gens sont en faute quand toute la voie administrative est épuisée. Je crois que le dernier recours, c'est la suspension et puis la procédure du conseil de discipline se suit. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le conseil. D'accord. Et ce conseil de discipline, ce n'est pas présidé par le ministre. Ce conseil de discipline peut sanctionner même le ministre, pour votre information. Moi, pour un autre sujet, moi j'ai été une fois convoqué par le conseil de discipline de mon département, présidé par le chef de cabinet, et je me suis rendu. J'ai écouté, ils m'ont dit ce qu'ils voulaient me dire, on a parlé, et puis voilà. Donc c'est pour vous dire que personne n'est au-dessus de la loi quand c'est comme ça. Les subordonnés peuvent te juger et ils peuvent même te convoquer, même peuvent écrire et demander ta révocation. Donc ce sont des choses qui sont possibles. Voilà pourquoi tout le monde doit s'aligner derrière la loi. Voilà. D'accord. Aoula Tousso. Monsieur le ministre, en janvier dernier, j'ai été à Kassa pour des séries de reportages. J'ai touché l'aspect éducation, où il y avait que 6 écoles primaires, si je ne me trompe, et 2 collèges, un lycée en construction. Qu'est-ce qui est fait pour enfin inaugurer ce lycée-là, quand on sait que les élèves qui décrochent le BEPC du côté de Kassa sont obligés chaque jour d'emprunter la pirogue pour venir à Conakry pour étudier? Justement, il faut noter d'abord que nous avons nommé une administration là-bas. Nous avons mis en place une administration là-bas, dont une délégation qui doit travailler sur tout ce qui est paperasse, tout ce qui est juridique, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça s'est mis en place. Et Inch'Allah, et vous savez, chaque chose, c'est une programmation. Le lycée là était là en construction, les enfants avaient déjà débuté les cours. Nous avons fini pendant les vacances là, nous allons inaugurer ça. Et c'est demain même mercredi, que cette délégation sera installée par le maire, bien sûr, de Kassa. Et les prochains jours, vous verrez ça, nous allons inaugurer. C'est le lieu de féliciter et de saluer le président de la transition qui a vraiment mis les moyens à notre disposition pour la réalisation de ce gros lycée, de ce beau bâtiment que vous voyez du côté de Kassa. Et je vous rappelle, les écoles qui sont en construction aussi, les pré-primaires, ça n'existait pas du côté du Kassa. C'est là-bas nous avons lancé les 1000 classes pré-primaires. C'est là-bas nous avons procédé au lancement de la pose de la première pierre. D'accord. Nous sommes à fond aussi dans les constructions. D'accord. Monsieur le ministre, avant de passer à autre chose, c'est vrai, les examens sont derrière nous. Lorsqu'on prend un peu les dispositions légales, les textes qui encadrent l'organisation des examens en Guinée, de la possibilité de consultation des copies d'examen ou de communication des notes, il y a l'article 92 qui dit « Après la proclamation des résultats et à la demande expresse des candidats, les notes obtenues à l'examen peuvent être communiquées ou les copies consultées. » Et plus on dit que la demande adressée au ministère de l'Éducation, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, transmise par le chef d'établissement d'origine par voie hiérarchique, peut avoir en objet la consultation sur place des copies et les relevés de notes. Est-ce qu'à date, il y a des parents ou des chefs d'établissement qui sont venus vers le département pour accéder à ces copies, pour pouvoir consulter? Pour ceux qui ne seraient pas d'accord avec les résultats, est-ce qu'à date, on est dans une telle situation? Bon, écoutez, vous savez, aujourd'hui, les gens pensent que tout se résout sur les réseaux sociaux. Expliquer que je commence à répondre. Je vois des gens qui via mon numéro WhatsApp qui m'expliquent, monsieur, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Sauf que tout ce que vous dites, par exemple, vous l'avez, les gens, je n'ai reçu jusqu'à date aucun document dans ce sens. Je dis bien, aucun document. C'est au ministre, on écrit, on fait la demande, et puis moi, je transfère à la direction du service examen. Mais aujourd'hui, jusqu'à date, nous n'avons pas encore. J'ai vu un message. C'est M. Dessus qui m'écrit, qui dit, monsieur, je veux revendiquer. Il y a les voies de revendication. Moi, je crois que je ne dis pas que les gens n'ont pas mon numéro ou que d'autres ne donnent pas mon numéro aux gens de m'écrire, mais ce n'est pas la voie. Ce n'est pas la personne du ministre qui est là, qui dit, voilà, non, il y a une voie. Vous venez de lire. Les gens n'ont qu'à passer par leur école. Ils n'ont qu'à faire la réclamation par la voie hiérarchique, ils n'ont qu'à déposer. Et croyez-nous que tout ce qui est dans ce document, tout ce qui est écrit dans ce document, ce sont les règlements généraux, nous allons faire. Et loin, nous allons afficher les notes sur les ça en ligne. Nous allons afficher les notes en ligne. Comme l'année dernière, nous l'avons fait. Nous n'avons rien à cacher, nous sommes exposés, nous acceptons de dialoguer. Notre porte est fermée
me prête à toutes les questions. Je fais des conférences de presse, j'accepte tout le monde, ma porte n'est fermée à personne. Je suis ouvert à tous les débats. Donc, quand les enfants revendiquent, croyez-moi, c'est le ministre Guillaume qui vous parle. Nous allons examiner. Quand ils ont raison, je n'ai pas peur. Et je n'ai pas honte. Je n'hésiterai pas une seule seconde de les rétablir dans les droits. J'éviterai tout dans ma vie que de faire du péché à un élève qui a travaillé, qui a sa moyenne. Je sais que l'erreur est humaine. Je vais assumer, je vais reconnaître mon élève et cet élève sera rétabli. Donc, mettez-vous à l'aise. Si vous avez des cas qui n'ont pas, ils peuvent même passer par vous. Ils n'ont pas assez, ils pensent que vous, les journalistes, venez revendiquer. Nous allons vérifier ensemble. Quand ils ont raison, ils seront rétablis. Donc, à mon avis, ça ne pose pas de problème. Voilà pourquoi nous l'avons écrit et nous l'avons divulgué. Quand ils revendiquent qu'ils ont raison, ils seront rétablis. Voilà. D'accord, Babila, allez-y. Monsieur le ministre, avant de venir, n'est-ce pas, sur les évaluations à la primature, je voudrais vous poser quelques dernières questions sur le volet examen, parce que j'ai un document sous la main. Je ne sais pas si vous avez les mêmes informations que moi par rapport justement à la gestion financière globale qui a été faite dans l'organisation des examens, puisque vous disiez tout à l'heure que vous apprenez certaines questions ou certaines informations de par notre canal, alors qu'on a ces données-là, monsieur le ministre. Il y a dans ce tableau technique sur la gestion financière, sur les dépenses liées à l'examen, à l'organisation des examens, les agents de sécurité, la globalité, on parle de 1 874 892 000. Et le transport des épreuves, c'est le même montant. C'est-à-dire les primes allouées, n'est-ce pas, aux agents de sécurité, c'est 1 874 000. Les primes, comment dirais-je, pour les agents de santé également, dans le même tableau, c'est 1 874 892 000. Aucune variation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela si vous en avez les moyens? L'autre question, vous disiez tout à l'heure que les 80% du budget ont été transférés à l'intérieur du pays, alors que c'est tout à fait le contraire dans le tableau que nous avons sous nos yeux ici. Les documents en font foi. Il y a, par exemple, si je prends le transport des épreuves, le transport des épreuves au niveau de Conakry, l'IRE de Conakry, les dépenses se sont chiffrées à 142 800 000 francs guinéens. Et à Boké, les autres villes de l'intérieur, Boké c'est 75 millions, et Kindia c'est 128 millions, et Labé c'est 60 millions, et Mamou, l'IRE de Mamou 40 millions, l'IRE de Farana 49 millions, l'IRE de Kankan 102 millions, l'IRE de Nzérékoré 85 millions. Nzérékoré à Conakry, la distance par rapport notamment aux autres primes, correction, surveillance, sécurité, gardiennage, jury, etc., etc. Conakry se taille quand même des chiffres qui dépassent, n'est-ce pas, ceux des autres régions, des autres IRE, si on peut le dire ainsi. Ok, d'accord. Vous avez posé une très bonne question. Vous avez tous les détails. Je ne suis pas contre que des documents administratifs se retrouvent dans vos mains. Moi, je ne suis pas contre. Mais il faut savoir interpréter les documents. Vous dites que Conakry se taille la part de Lyon, le DCE de Conakry et l'IRE de Conakry peut-être. Vous n'avez pas cité, mais vous avez dit Conakry. L'exercice que je vous demanderais de faire, c'est quoi? C'est de voir, de comparer Conakry en termes de salle de classe, du centre d'examen, en termes de surveillance, en termes du nombre d'élèves, ainsi de suite, en termes de supervision, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand vous terminez avec ça, vous reviendrez, on va discuter. Parce que c'est ce que je dis. Les gens lisent les chiffres globaux, ils ne prennent pas le temps de lire les détails. On regarde seulement les chiffres globaux. Et un budget a une explication scientifique. Il y a les prix unitaires, il y a la quantité, ainsi de suite, ainsi de suite. Toutes les rubriques sont en haut. Mais si on fait une lecture diagonale, on ne donne que les chiffres globaux, on laisse les détails, on peut tromper ceux qui nous écoutent. Sauf que les avertis, les intelligents, ceux qui sont prudents, vous poseront la question, mais allez-y aussi dans les détails. Donnez le nombre de centres,
donnez tel le nombre de surveillants. D'accord, monsieur le ministre, vous me posez une question, c'est important d'ailleurs, je vais vous répondre par rapport aux détails. Les détails, par exemple, pour les primes allouées aux agents de santé dans le cadre de l'organisation des examens, au niveau de l'examen d'entrée en 7e année, on parle de 486. D'accord, 486. Et au niveau du BEPC, c'est quelque chose de 350. D'accord. Et agents de sécurité, c'est la même chose. Et de l'autre côté aussi, la même chose. Les montants, parce que dans les centres, nous voyons plus de surveillants que d'agents de santé ou de sécurité. Mais si on constate dans ce tableau qu'il y a 1,874 milliard pour les agents de santé, 1,874 milliard pour les agents de sécurité, comment pouvez-vous expliquer aux Guinéens pour qu'ils comprennent quel rôle, peut-être la sécurité, on comprend, mais une telle somme. Qu'une telle somme soit investie pour l'entretien des agents de santé qui ne sont pas, je me demande, ils sont combien par centre, ces agents de santé? Suivez, écoutez, vous savez, c'est compliqué, très compliqué. Vous avez sous vos yeux là-bas un document. Je suis au bout du téléphone. Je n'ai pas le document sous mes yeux. Vous êtes en train de lire. Et vous voulez que je vous donne des explications. Et vous me demandez, ils sont au nombre de gens. Chaque centre, prenez le nombre de centres sur toute l'étendue du territoire. Chaque centre, nous affectons 2 agents de santé et 2 agents de sécurité. Et hormis ça, cette année, ce qui ne se passait pas l'année dernière, le transport des sujets est aussi assuré par les agents de sécurité. Quand les gens sont internés, ceux qui viennent prendre les sujets, ils viennent avec les agents de sécurité. Et dans les différents centres, il y a aussi des agents de sécurité qui tiennent le sujet. C'est une innovation depuis l'année dernière. Bon, qu'à cela ne tienne, je ne suis pas dans ces trucs. Je vous dis, un budget, ça s'explique scientifiquement. Monsieur, je vous autorise, c'est le ministre qui vous parle. Prenez ce document, quittez derrière votre micro, venez au service examen, saisissez-moi, faites un écrit. Vous voulez comprendre, je vous mets à la disposition du directeur du service examen. Il va vous expliquer, il va vous détailler. C'est très important, très très important. Venez rechercher les informations. D'accord, monsieur le ministre, nous irons. S'il vous plaît, venez et il va vous expliquer de fond en comble comment les choses ont été. Mais si vous faites une lecture diagonale, vous donnez les chiffres comme ça, vous allez amadouer ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne sont pas informés. Ce n'est pas diagonal, monsieur le ministre, on n'est pas en mathématiques, mais c'est une lecture parfaite en tout cas. D'accord. Mais ça, nous acceptons, nous irons vers le service par votre biais justement pour avoir des éléments d'explication par rapport à ces questions. Et pour terminer sur la question des examens, avant d'aller à l'évaluation, monsieur le ministre, sur quelle base ou quels sont les critères qui déterminent, n'est-ce pas, le choix des inspecteurs ou en tout cas des superviseurs préfectoraux et régionaux qui ont par moment les mêmes primes plutôt. Et monsieur le ministre, par la même occasion, avant de vous libérer, est-ce que vous pouvez nous revenir globalement sur vos appréciations sur l'évaluation hier à la primature? Justement, parce qu'on parle de contrats que vous aurez signés. Et sur la note, on parle d'un bon quand même. Vous dites que oui, on s'est assigné ça, on ne l'a pas atteint, mais on a pu faire quand même des avancées. Parlez-nous globalement un peu de cette évaluation. Ça a apporté quoi et c'est quoi les perspectives aujourd'hui? Bon, vous savez, comme je l'ai dit hier, à la sortie de ces évaluations, j'ai dit qu'une évaluation est un processus de rectification continue. Je suis enseignant, j'ai l'habitude d'évaluer les élèves. Et quand j'évalue un élève, je ne m'attends pas forcément à une note meilleure. Mais je m'attends à une toute petite progression, aussi petite qu'elle soit de 0,50, qu'elle soit d'1, qu'elle soit de 2, ainsi de suite. La perfection, ce n'est pas un événement, c'est un combat de tous les jours. Nous étions globalement contents, satisfaits, vous l'avez dit toujours, tout de suite, de constater qu'il y a au moins, moi je dis bien, je mesure les mots, je dis au moins une petite amélioration dans l'appréciation, dans ce que nous avons présenté. Ça a été un travail collectif. Nous avons travaillé ensemble. Tout le cabinet, tout le monde était impliqué dans ce travail. Les structures déconcentrées,
les directions nationales, les directions générales, les services du concentré, tout le monde. Je vous dis, le ministère de l'enseignement pré-universitaire, je l'ai dit hier au Premier ministre, nous sommes des Chinois. Nous sommes très très nombreux. J'ai sous ma coupole 523 services. Quand je dis services, tout ce qui est sous ma coupole, 523, vous imaginez. J'ai 82 activités que je devais décliner. Sur les 82 activités, nous avons réussi à accomplir 73. Nous avons signé 72 contrats, 26 au niveau central et 46 au niveau déconcentré. Donc c'est pour vous dire que c'est un grand département. Nous sommes sur chaque nanomètre de la structure. Même les écoles qui sont dans les confins doivent se retrouver dans ces contrats de performance. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il faut travailler, qu'il faut aller à fond. Nous ne nous limitons pas aux appréciations, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Nous allons nous battre à nous perfectionner, à travailler. Quand l'appréciation est bonne, cela ne veut pas dire que nous ne devons pas continuer. Pour moi, que l'appréciation soit bonne ou qu'elle soit mauvaise, ce qui est important, c'est quoi? C'est de travailler, de tout faire, d'être cette personne qui n'était pas hier. C'est ça, pour moi, c'est ça la perfection. Hein? Que quand on t'évalue aujourd'hui et qu'on t'évalue demain, il y ait un au moins de plus dans l'évaluation d'hier et d'aujourd'hui. Donc, ce que nous sommes en train de faire, et ça, c'est un travail collectif. C'est le travail de tout le département, les objectifs qui nous ont été assignés, les objectifs globaux, les objectifs de réforme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous avons quand même réussi globalement à atteindre, à faire ce qu'on fait. Donc, ça veut dire que vous passez en classe supérieure, monsieur le ministre. En tout cas... Je ne peux pas, je ne vous ai pas dit ça. Voilà. Ne vous ai pas dit ça. Justement, nous avons fait notre mieux quand même. Oui. Nous nous sommes battus et nous osons espérer que ce n'est pas un mouvement dans l'ensemble. Ça, c'est nous, ce sont nos appréciations. Justement. Mais les évaluateurs ont leur appréciation. Et nous ne sommes pas là pour dire ce que nous avons. Que les appréciations, nous serons en classe supérieure, mais autant que faire ce que nous avons pu quand même nous débrouiller. D'accord, monsieur le ministre, peut-être pour terminer, est-ce que dans la salle, il y avait des caméras? Est-ce qu'il y avait des codes QR pour... D'accord. Le sujet qui revient souvent. Vous savez ce que je vais vous dire pour rire un peu? Quand nous avons parlé des codes QR, moi, très souvent, j'étais dans mon bureau, chaque fois, j'en riais. Les gens disent souvent il a mis des milliards dans les codes QR, il a mis des milliards dans les caméras, les classes sont là, pourquoi ne pas faire des classes? Et le jour que j'ai dit que nous avons mis 0 francs dans les codes QR, mais tout le monde était étonné. Mais je vous dis 0 francs. Je veux que vous sachiez, mon frère, vous me connaissez, vous, de Espace quand même. Pour m'avoir réussi quand j'étais dans mes recherches scientifiques, je n'étais même pas ministre. Vous avez plusieurs fois accepté. Vous, quand vous m'appelez, je me prête à vous parce que vous avez accepté de parler avec moi. Avant même que je ne sois ministre, je me dis que c'est quand même, vous êtes vous êtes quand même une bonne radio. Vous devez quand même savoir, celui qui est là aujourd'hui, que c'est un scientifique. Et celui qui est le directeur du service examen, de ceux qui ont. Et celui qui est le directeur du service examen, c'est un informaticien. Nous avons espionné ces copies pour votre information. Les gens ont cru que c'était le code QR seulement qui allait dépister. Il y a ce qu'on dit, il y a ce qu'on ne dit pas. Et vous avez vu. Tous ceux qui se sont amusés, nous les avons avec une certitude, je reprends le mot sur lequel vous vous moquiez, avec une précision mathématique, nous avons réussi quand même à mettre certains hors d'état de nuire. Donc encore une fois, nous avons mis 0 francs dans la conception de ces codes QR. D'accord. En tout... Oui. Donc encore une fois, merci. Merci, monsieur le ministre. On est pris par le temps en tout cas et vous pouvez revenir ici quand vous voulez, c'est chez vous. On se retrouve dans la dernière partie de cette émission. On aura l'avocat d'Ibrahim Diallo qui a été empêché hier de voyager. Et pour connaître la suite de son déplacement, on aura également Dr Zotomo pour parler de cette nouvelle charte de l'ANAD qui a été parfaite hier. On revient sur toutes ces questions. À tout de suite.